je m'appelle Sylvaine Perragin, donc voilà, ça commence bien. Je vais vous faire un très, très rapide historique de ma vie, parce que donc moi j'ai commencé par être juriste en fait. J'ai une formation juridique, donc j'étais juriste d'entreprise. Bon, j'ai travaillé dans différentes entreprises, puis j'ai fait d'autres choses, bon voilà. Et puis m'est apparu, si vous voulez, que le droit était une matière fort intéressante, qu'elle n'était pas tout à fait suffisante pour ce que je cherchais dans la vie, et que surtout le système d'entreprise, qui était dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, qui était ni mieux ni moins bien qu'ailleurs, peut-être un petit peu moins bien quand même, me convenait pas du tout, quoi. Donc là, il y a un moment où j'ai commencé à descendre lentement mais sûrement dans l'échelle sociale, parce que je suis sortie de l'entreprise et je me suis reconvertie. Donc là, la transition a été un peu longue, parce qu'il faut refaire des études, mais il faut continuer à travailler, parce qu'il faut manger tous les jours, donc voilà. Et donc je me suis reformée à la psychologie, j'ai fait une formation de psychothérapeute, à la psychologie sociale, à la psychologie du travail, parce que c'était ce sujet-là qui m'intéressait et que je trouvais à l'époque, c'était il y a longtemps, hein, puisque j'ai commencé dans les années 80, non, dans les années 90, et j'ai commencé à exercer 95, 96. Donc c'était le moment où il commençait à se passer des problèmes dans les entreprises, et je trouvais que je trouvais qu'il y avait vraiment un problème de psychologie de groupe, si vous voulez, qui devenait prégnant, et moi en tant que psychothérapeute, il s'est trouvé que j'ai commencé à recevoir pas mal de gens sur la souffrance au travail. Je fais court parce que même si les gens ne parlaient pas comme ça à l'époque, mais qui recevaient des pressions, des machins, des trucs. Et en fait, la philosophie générale de l'époque, c'était de renvoyer les gens à des problématiques individuelles. Et moi, il me semblait que les gens, ils allaient très bien. Les gens que je recevais, ils allaient très bien. Et que le fait qu'ils n'étaient pas bien était plutôt bon signe. Parce que vu ce qu'ils subissaient, c'est finalement une réaction assez saine d'aller mal dans un environnement qui est malade. Je le dis un peu vite, mais voilà, si on vous fait souffrir, c'est pas normal de trouver ça bien, vous comprenez? Donc ils trouvaient ça pas bien, bon, moi je pouvais pas leur dire c'est de votre faute, c'est pas possible. Donc je me disais, il y a quelque chose à faire, à renvoyer, à expliquer aux entreprises que leur mode d'organisation du travail ne va pas et fait souffrir les gens. Donc j'ai commencé à me tourner vers des cabinets de ressources humaines, des gens qui intervenaient dans l'entreprise, mais c'était le tout début. Et donc, j'en ai pas énormément trouvé, et ce que j'ai trouvé ne me parlait pas beaucoup. Alors, il y avait le début de la psychodynamique du travail, c'est-à-dire Christophe Dejour, Marie Peset, qui faisaient les premières consultations de souffrance au travail, donc ça, c'était fort intéressant, mais c'était des gens qui, finalement, étaient des universitaires, si vous voulez, et qui n'étaient pas complètement en relation avec le monde de l'entreprise. Donc, moi, ce que je voulais, c'était pas rester dans mon fauteuil de psychothérapeute en disant « Oh là là, ma pauvre, c'est horrible ce que vous vivez, etc. » et puis retournez-y demain, si vous voulez. Je trouvais que c'était pas éthique, je sais pas comment vous dire. Je me disais, il faut absolument aller dans les entreprises. Moi, j'y ai travaillé, je sais bien comment ça fonctionne, et essayer de leur expliquer qu'il faut changer l'organisation du travail, parce que c'est ça qui fait souffrir les gens, c'est pas les gens qui vont mal. Bon, alors, vous voyez, je fais un raccourci, mais récemment, on m'a demandé mon avis sur le procès France Télécom. Et ben Didier Lombard, il a encore réussi à dire, c'est pas lui particulièrement, mais c'est vrai qu'il est symbolique, il dit, voilà, et il a quand même réussi à dire, c'est les gens fragiles qui vont pas bien. Non, les gens fragiles de nature. Non, ce ne sont pas les gens fragiles de nature. C'est pas vrai, c'est même le contraire, en fait. C'est même le contraire. Les gens qui vont pas bien, c'est les gens qui aiment leur travail, qui sont consciencieux, qui veulent bien faire et qui sont forts. Et ils ne vont pas bien parce que ça dure longtemps, la problématique. Quand on craque tout de suite et qu'on est plus vulnérable, dirons-nous, c'est une chance. Parce que quand on craque tout de suite, on nous prend en charge plus rapidement, on se prend en charge plus rapidement, on s'occupe de soi plus rapidement, et finalement, ça va mieux plus rapidement. Quand on résiste, c'est-à-dire quand on a les épaules plus larges, et puis qu'on se dit « je vais y arriver, mais non, je vais y arriver, et puis j'aime ce que je fais, puis je vais y arriver », puis ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans, et là, vraiment, là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les épuisements professionnels, les burn-out, etc. Donc en fait, tout ça pour vous dire que c'est ça qui m'intéressait dans l'organisation, dans la psychologie du travail, si vous voulez, c'était à la fois la psychologie individuelle, bien sûr, parce que c'est comment on aide les gens à leur redonner des armes
Moi, je dis souvent ça, j'arme mes patients. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous allez m'armer, ben oui, je vais vous armer, oui, parce qu'il y a quand même des combats à mener, si vous voulez. Et si vous n'êtes pas armé en face de ça, et quand je dis armé, c'est il faut absolument comprendre ce qui se passe autour de vous. Si vous ne comprenez pas, vous subissez ce qui se passe. Donc c'est extrêmement important d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais du coup, j'essaye aussi, j'ai une partie de mon activité qui est en entreprise, où je fais ce qu'on appelle des audits sur le bien-être au travail, la qualité de vie, les risques psychosociaux, enfin peu importe comment on l'appelle, où là j'essaye de dire aux gens que leur organisation du travail peut être améliorée, pour le dire gentiment. Sylvaine. Voilà, je m'arrête. Non, non, merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour juste parler de moi. Pleine, non, parler d'un sujet très important qui te tient à cœur, on le sent tout de suite. Tu viens de dire peu importe comment on l'appelle, et c'est une des choses qui m'a énormément frappée quand j'ai lu ton ouvrage, parce qu'en fait on s'est rencontrés grâce à ce livre que tu viens de, enfin, qui est sorti l'année dernière, Le salaire de la peine, qui est un essai d'une clairvoyance. Enfin voilà, ça nous dessille les yeux vraiment sur la situation au travail, donc merci. Et entre autres, tu parles de justement cette novlangue, ce dévoiement du langage. Là, tu viens de dire peu importe comment on l'appelle la souffrance. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur ce glissement progressif du langage qui est vraiment un déni de la réalité, qui transforme en fait la réalité. Oui, absolument. Alors quand je dis peu importe comment on l'appelle, c'est pour vous faire comprendre que c'est le sujet dont je traite. Maintenant, dans la réalité, non pas peu importe comment on l'appelle, parce que quand j'ai commencé, ça a changé le son, là, il y a c'est fort. Hein. Non, c'est bien, ça va aller. Alors, en fait, quand j'ai commencé, la psychodynamique du travail, elle parlait de pathologie mentale au travail. Dû au travail. Il y a combien de temps ça, Sylvain? Ça, c'est 2 jours, c'est la psychodynamique, c'est les années 2000. 2000, donc il y a une vingtaine d'années. Entre 95 et 2000, c'était le début, il a créé la psychodynamique du travail, il parlait, lui il a beaucoup étudié les employés et les ouvriers sur les centrales nucléaires, il parlait des pathologies mentales au travail, notamment dues à la pression, etc. Donc, pathologie mentale au travail, autant vous dire que ce n'était pas très vendeur et qu'il ne fallait pas trop s'amener dans une entreprise en parlant de ça. Donc, ensuite, on a parlé de stress au travail, voilà, du stress. Moi, vous ne pouvez pas savoir le nombre de directeurs d'entreprises, de DRH qui m'appellent, donc, quand même, qui m'appellent pour me dire on voudrait traiter du sujet de la qualité de vie au travail, de ceci. Alors, je dis, ah bon, il y a du stress. Ah non, il n'y a pas de stress. Ah non, puis on ne va pas parler de ça, parce que vous comprenez, si vous en parlez, ça va arriver. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point les bras m'en tombent, et je l'entends encore. Ne parlez pas de harcèlement, parce que ça va arriver. Non, ça ne va pas arriver parce que j'en parle. C'est parce que c'est arrivé qu'on va en parler. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc, on a commencé à parler de stress au travail. Bon, stress au travail, ça n'allait pas, c'était encore trop négatif. Et puis, il y a eu tout un moment où on a basculé dans un positivisme dégoulinant et absolument épouvantable dans lequel on nage aujourd'hui. Et alors là, on a commencé à parler de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, et maintenant, on en est au bonheur au travail, n'est-ce pas? Pour désigner la même chose. Mais on parle, en fait, de quoi on parle? De gens qui souffrent. Donc c'est extrêmement important, parce que vous savez, ne pas nommer les choses ajoute au malheur du monde, comme disait Camus, mais c'est vrai. C'est vrai. Et là, non seulement on ne nomme pas les choses, mais on nomme le contraire des choses. Donc ça, ce sont vraiment des comportements pré-totalitaires, si vous voulez. Je suis désolée de dire ça, mais je le pense vraiment, parce que si on ne nomme plus les choses, on n'a plus de monde commun. Vous comprenez? Si je vous dis, vous me dites la moquette elle est rouge, je dis non, c'est une question de point de vue, madame, la moquette elle n'est pas rouge, moi je la vois verte. Ben, là, on va avoir un gros problème, comprenez? On va avoir un gros problème parce que là, on est dans un monde qui n'est plus commun. Vous m'appelez, l'entreprise m'appelle pour une question de souffrance au travail et elle me dit qu'on va parler de bien-être au travail. Ben non, on ne va pas parler de bien-être au travail. On va parler de souffrance au travail. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pas grave, c'est bien de m'appeler, puisque ça veut dire qu'on s'en occupe, vous voyez. Mais donc, la manipulation du langage, et vous avez tout à fait raison, ça fait partie de cette novlangue
qui transforme les choses, et donc qui fait que les gens perdent leurs repères, si vous voulez. Et on a commencé à dire, en utilisant, et moi je dis que c'est pas en utilisant, c'est en manipulant le langage, hein, ils s'en rendent même plus compte d'ailleurs, ils font des formations à la communication qui sont des formations à la manipulation. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que c'est plus comment je peux communiquer pour transmettre une information le plus qu'elle arrive, la plus entière possible, c'est comment je peux communiquer pour obtenir tel effet. Voilà, je veux obtenir tel effet, qu'est-ce que je dois dire? Ça, ce n'est pas de la communication, c'est de la manipulation. Ce n'est pas du tout la même chose. Ils ne s'en rendent même plus compte. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que vous voyez bien qu'il y a un immense mouvement pour s'occuper de la souffrance au travail, parce qu'elle existe, parce que, voilà, c'est un fait. On parlera sur l'historique, mais elle existe. Hein. Et du coup, faire partie de ces entreprises qui affichent une image de « mais vous voyez bien, on s'occupe de votre souffrance. Regardez, on a un service qualité de vie au travail, on a 10 personnes dans le service, on a un directeur de qualité de vie au travail, on a fait 5 formations, on a fait 3 médiations, 10 séminaires, mais vous voyez qu'on s'occupe de ça. » Et puis, alors, le pompon, hein, c'est les Chief Happiness Officers. Alors là, c'est merveilleux, si vous voulez. Alors, bonheur au travail. Le bonheur n'est pas une question collective. Hein, c'est une aberration. Le bonheur, c'est une question individuelle. Le chef d'entreprise qui dit « je vais m'occuper de votre bonheur », moi, je vous conseille de partir en courant, quoi. Vous vous occupez de votre bonheur et c'est très bien comme ça. La question du travail n'est pas la question. La question du bonheur n'est pas la question du travail. Absolument pas. Le travail est une demande d'effort sur soi. C'est une construction de l'identité. Donc, ce n'est absolument pas la question du bonheur. Le bonheur, il est éventuellement rétrospectif, c'est-à-dire que vous sortez d'une journée de travail en ayant bien travaillé, en ayant fait quelque chose dont vous êtes fier, vous êtes content, et du coup, vous dites « ouais, super journée, j'ai bien travaillé ». Et éventuellement, ça peut vous rendre heureuse ou heureux, éventuellement. Mais d'abord, c'est votre question tout à fait personnelle, mais en philosophie, vraiment, le bonheur, ce n'est pas une question collective. Donc, avoir un service de bonheur au travail, si vous voulez, enfin, je ne sais pas, c'est une aberration philosophique et c'est un peu... D'abord, c'est donner une responsabilité. Je ne sais pas si vous aviez entendu, j'étais passée sur France Inter. Et vous savez, c'est l'émission où le téléphone sonne, où les gens appellent. Alors, il y avait une dame qui avait appelé et cette dame dit, voilà, moi je travaille à la CAF de Toulouse, une dame gentille comme tout, je travaille à la CAF de Toulouse, ça fait 30 ans que je travaille à la CAF de Toulouse, donc la CAF, on sait bien que c'est difficile comme travail, quoi. Elle accueille les populations qui ont des demandes, etc. C'est des boulots difficiles, ne serait-ce parce qu'il y a l'accueil du public, etc. Et elle dit, voilà, on est en sous-effectif, on est en surcharge de travail, c'est très difficile, etc. Très gentil. Et elle dit, là, ils nous ont nommé une responsable du bonheur. Elle a 25 ans. Non, mais vous voyez, c'est criminel de faire ça, quoi. Et donc, elle arrive le matin avec ses croissants, et l'autre jour, et un monsieur, il a jeté les croissants. Enfin, bon. Je veux dire, et c'est inadmissible et non respectueux pour les gens qui travaillent, et c'est inadmissible pour elle, parce que c'est lui donner une mission impossible, quoi. Qu'on lui dise, vous êtes en charge de veiller si les gens ont des bouteilles d'eau, bah, c'est très bien, veiller si les gens ont des bouteilles d'eau, et c'est très bien, mais qu'on ne la nomme pas responsable du bonheur. C'est pas bien, quoi. C'est pas correct, c'est pas honnête, c'est pas éthique, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'on disait? Et pour parler le langage, bonheur, oui. Le langage. La novlangue, oui. Oui, mais et le bonheur, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu es en train de nous dire que le bonheur n'est pas la question du travail. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression que c'est quand même mieux d'avoir l'air heureux au travail. Je ne sais pas comment dire, mais je t'ai entendu dire, hein, bientôt, le bonheur sera un objectif à atteindre en tant que salarié. Enfin, il y a quelque chose là qui est effectivement complètement biaisé, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça aurait de grave que de ne pas être heureux au travail, mais de bosser quand même. Mais bien sûr, c'est très bien. C'est très bien. Et ça devient, vous savez, c'est ce qu'on dit dans les grandes entreprises, il faut être corporate. Voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit de critiquer, mais pas trop. Parce que si vous critiquez trop, vous n'êtes plus corporate. Et ça ne va pas, vous comprenez? Sauf que la critique, c'est l'essence du travail. C'est l'essence du vivre ensemble dans une entreprise. C'est-à-dire que c'est parce qu'on met en commun sa vision des critères d'un travail de qualité, on se réunit, toi tu fais ça comme ça, moi je fais ça comme ça, est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait le faire comme ça? Et cette discussion, ce que Dejour appelle
la discussion déontique, c'est-à-dire on discute ensemble des critères d'un travail de qualité. Et c'est super intéressant, si vous voulez. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas corporate. Or maintenant, il y a une on est en train de glisser vers de plus en plus la critique fait de vous quelqu'un qui n'est pas corporate, et puis fait de vous quelqu'un qui n'est pas positif. C'est pas positif, hein, ce que tu dis. C'est pas positif. Ben non, c'est pas positif. Je suis en train de faire une dépression, c'est pas positif. Vous voyez, c'est sûr que c'est pas positif. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui vont mal, donc c'est pas positif. Bien entendu que c'est pas. Mais je vous assure qu'il y a un regard de travers, quoi. Et ça va pas, parce que quel monde on est en train de créer? Il faut être positif à tout prix. Moi, je fais des formations sur les risques psychosociaux. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé de faire une formation pendant 2 jours. Alors, je dis, vous savez, je ne suis pas sûre qu'on va former, mais enfin, en tout cas, on va faire une information, c'est bien, etc. Bon. Alors après, c'était plus 2 jours, c'était 1 journée. Bon. Alors, je dis, vous savez, en 1 journée, c'est quand même un sujet qui est important, voilà. Bon, alors après, c'était plus 1 journée, c'était une demi-journée. Et puis après... Je vous jure que c'est vrai. Il m'a téléphoné pour me dire « Mais vous savez, vous ne vous sentez pas de faire ça sur 1 heure à la cafétéria au moment où les gens déjeunent ?» Je dis « Vous foutez de moi, quoi. Enfin, c'est une blague. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez ?»« Oui, mais comme ça, ils ne perdent pas de temps. » D'accord. Je leur dis « Écoutez, je fais une cassette, puis ils le passent la nuit quand ils dorment, quoi. » Enfin, c'est ridicule. Vous vous rendez compte où on en est? Et ça m'est demandé sérieusement. Vous voyez, c'est ça qui est grave. C'est que sérieusement, il y a une petite nana qui a 30 ans et qui croit à ce qu'elle me dit. C'est-à-dire, on va faire une formation sur le stress au travail. Comme ça, on aura fait ce que la loi demande, puisque la loi demande aux entreprises de faire cette formation. Dans ces conditions-là, et c'est bien. Du reste, elle aurait pu retenir ton idée de la cassette et l'écouter la nuit, parce que de plus en plus, on demande... je ne sais pas si c'est mieux, mais si ça se trouve, ça pourrait ne pas la choquer non plus, puisqu'en fait, ça choque de moins en moins qu'on travaille le soir, qu'on travaille la nuit, qu'on finisse, qu'on boucle le week-end, etc. Il y a tout ça. Donc, vous voyez, Et juste quelque chose, c'est... je le vois bien, moi, sur les formations qu'on me demande. Mon sujet, c'est la souffrance au travail. Donc, c'est pas comique comme truc, quoi. Hein. Donc, et on me dit, mais est-ce que c'est ludique, vos formations? Oui. Mais je dis, non, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas faire un numéro de claquette. Enfin, c'est pas ludique, non. Non, c'est sérieux, mais les gens, ça les intéresse. Oui, mais vous comprenez, il faut que ce soit interactif, ludique. Et donc, cette histoire de jeu, vous savez ce que Freud disait? Vous savez ce que c'est le contraire du jeu? Freud disait que le contraire du jeu, c'est le réel. Donc c'est intéressant. Tout doit être sous l'angle du jeu dans l'entreprise. Ah bon? La souffrance au travail, ça doit être un jeu? Eh bien non, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas drôle et c'est une réalité. Et il y a des gens, on peut, sans faire de jeu de loi ou je sais pas quoi, on peut très bien être intéressé par ce sujet et apprendre des tas de choses. Non, je fais pas de jeu, quoi. Eh bien, c'est pas vendeur. Oui, madame. Oui, par rapport à ce que vous dites juste à l'instant, c'est peut-être aussi parce que c'est de plus en plus l'idée de penser la pédagogie dans cette dynamique du jeu aussi. Non, mais moi, je ne suis pas contre le jeu, si vous voulez, pas du tout. Sauf que là, ce qu'on me demande, c'est d'amuser les gens pour ne pas les réveiller dans leurs difficultés au travail. Moi, je peux avoir des pédagogies très interactives, bien sûr, hein, et c'est très intéressant. Sauf que là, c'est autre chose qu'on me demande. Là, on me dit... parler des risques psychosociaux parce qu'on est obligé de le faire, mais essayer de ne pas en parler quand même et qu'ils pensent à autre chose, quoi. Et ça ne va pas, quoi. Non. Mais je comprends ce que vous dites, oui, bien sûr. Donc, voilà. Page 20 de cet ouvrage passionnant, tu écris « Synergie, optimisation, performance, projet ». C'est le corps du salarié lui-même qui doit devenir une petite entreprise où tout se gère. Les relations sociales, le temps, le stress, la souffrance, le bonheur, le pardon. Je reprends cette phrase parce que cette histoire d'autogestion, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans notre école de méditation. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce salarié qui doit s'autogérer au mieux? Oui, alors il y a d'abord dans l'évolution du travail, on est passé d'une société de métier à une société de gestion. Et ça, c'est vraiment un passage qui a tout changé. C'est vraiment l'informatique qui a changé ça. Hein. On était dans une société où les entreprises étaient dirigées par des gens de métier.
Les hôpitaux étaient dirigés par des médecins, les usines par des ingénieurs, etc. et les cordonneries par des cordonniers. On est passé dans une société où les entreprises sont dirigées par des gestionnaires. Donc c'est complètement différent, si vous voulez. Et l'angle de l'organisation du travail, c'est la gestion. Et donc avec ce passage à l'informatique qui a permis aux entreprises et aux gestionnaires de contrôler le travail de manière extrêmement précise, parce que maintenant avec un ordinateur, c'est à la seconde qu'on peut contrôler ce que vous êtes en train de faire. Eh bien avec ça, on a demandé aux gens maintenant d'être une véritable ressource humaine. Vous connaissez les services de ressources humaines. Ben, les gens sont des ressources humaines et ils doivent se gérer. Et gérer leur énergie, leur machin, leur truc, leur travail. Alors, si vous voulez, ce qui est ennuyeux, c'est qu'à l'intérieur de ce discours, il y a des tas de choses qui sont intéressantes. Sauf que là, l'objectif, c'est la gestion. L'objectif, ce n'est pas le bien-être. On est passé d'entreprises où l'objectif, c'était l'humain. Maintenant, l'objectif, c'est l'humain qui est un moyen pour obtenir un résultat. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une priorité qui a changé de place. L'objectif, c'est le résultat. Et au nom de ce résultat, l'humain doit s'adapter. La ressource, on met à disposition des entreprises des ressources humaines. Eh bien, moi, j'ai la faiblesse de penser que l'humain n'est pas une ressource au même titre qu'un logiciel informatique. L'humain, c'est quelque chose, c'est une écologie, et si on crée des entreprises, c'est au service des êtres humains, ce n'est pas l'inverse. Le travail est au service de l'humain, ce n'est pas l'humain qui est au service du travail. D'ailleurs, c'est exactement ce que la loi dit. Le travail doit s'adapter à l'homme et pas le contraire. Or là, non seulement c'est l'homme qui s'adapte au travail, mais c'est l'homme qui s'adapte à la demande de résultats. Et au nom de cette demande, puisqu'on sait bien qu'on est dans un monde hyper concurrentiel et hyper exigeant, et que ce résultat, il impacte tout le monde, puisque c'est le résultat de rentabilité, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, eh bien, au nom de ce résultat, ça écrase tout, si vous voulez. Et donc, cette histoire de gestion, elle est fondamentale, elle est vraiment au cœur de la souffrance au travail, c'est-à-dire qu'avec l'informatique, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, je vais essayer d'être plus clair. Avec l'informatique, on a transformé le travail en chiffres. Tout est mesurable, tout est chiffrable pour les gestionnaires, et le travail doit être mesurable et chiffrable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail n'est pas chiffrable et il n'est pas mesurable. Le travail, il n'est pas mesurable. Ce qui est mesurable et ce qui est évaluable, ce qu'ils ont mis en place comme évaluation, les entretiens d'évaluation, c'est le résultat du travail. Mais en aucun cas, le résultat du travail parle du contenu du travail, si vous voulez. Si je vous dis, je ne sais pas moi, vous devez gérer 10 dossiers dans la semaine, alors, vous avez géré les 10 dossiers? Non. Résultat non atteint. Mais en quoi ça parle de ce qu'il a fallu développer comme ressources, comme intelligence, comme relation, comme innovation, comme talent, pour arriver à faire 8 dossiers au lieu de 10, ou arriver à en faire 12 au lieu de 10? C'est ça qui est intéressant. Et alors on vous dit, mais votre collègue, il en a fait 10. Mais mon collègue n'a pas le même travail que moi. Il n'a pas les mêmes contraintes, il n'a pas les mêmes obligations, il n'a pas les mêmes collègues, il n'est pas dans le même service. Donc vous voyez, cette histoire de mesure du résultat et de calcul chiffré est complètement mortifère, parce que le travail, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se mesure. On ne mesure que le résultat, qui est une infime partie du travail. Ça ne parle pas de tout ce que vous avez fait avant pour arriver à ce résultat. C'est ça qui est intéressant. Ça ne parle que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Clac. Et c'est un chiffre. Il y a un juriste international qui s'appelle Alain Soupiot, qui parle de la gouvernance par les nombres. C'est absolument passionnant ce qu'il dit. Et il parle beaucoup, il finit par dire que ces nombres, ces chiffres deviennent une dictature. Oui, madame. Attendez, on va vous donner le micro, parce que comme on ne voudrait pas manquer votre question. Sûr. Merci beaucoup. Comme ça permet d'entendre aussi la question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'ai à peu près, j'ai fait toute ma carrière à partir de 18 ans dans les grandes entreprises. Donc, ça me parle beaucoup ce que vous dites. Vous avez employé un mot qui s'appelle, vous avez dit tout à l'heure, mortifère. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait
on pourrait faire quelque chose pour montrer qu'à moyen ou long terme, c'est en fin de compte contre-productif pour une entreprise, puisqu'on parle de rentabilité, mais je ne vois pas quel moyen ou comment on pourrait le faire. Mais moi, je suis tout à fait convaincue que peut-être une politique comme ça de ressources, de gestion à court terme, ça marche. À moyen terme, j'en suis moyennement convaincue. Et à long terme, ça sera des arrêts de travail, des abstentions, des burn-out, des gens qui pètent les plombs, parce que je l'ai vu. Et est-ce qu'on pourrait démontrer qu'en fin de compte, c'est contre-productif? Mais puisqu'on parle de rentabilité, le démontrer par des chiffres s'il faut. Alors, oui, je comprends, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que j'essaye de le dire aux entreprises. Je leur dis, vos organisations du travail, elles ne marcheront pas. À terme, ça ne marche pas parce que l'être humain, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, que vous voulez que je vous dise, il ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une machine, ça ne fonctionnera pas. Donc ça fonctionnera peut-être sur des jeunes de 20 ans pendant 3 mois parce que c'est amusant. Là, je suis dans une entreprise, là, je suis en train de faire un audit, alors ils vont mettre Flex Office. Vous savez ce que c'est, le Flex Office? Donc formidable. Donc il y a des gens. Oui. Alors vous avez des gens qui. Il y a une très très longue ancienneté. C'est une société qui date de 1926. Les gens sont là depuis longtemps. Il y a quelque chose d'assez familial. Et puis ils sont très attachés à leur entreprise. Il y a plein d'avantages. Ça marche très bien. Enfin ça marche très bien. Ça marche. Et puis les gens aiment bien leur boîte. Bon. Et là, comme il y a une menace de rachat. Et que ce n'est pas une menace, ça va arriver. Il faut passer au XXIe siècle rapidement. Donc là, on a des bureaux qui sont des très jolis bureaux, mais alors avec des portes. Alors, autant vous dire que ça ne va pas, quoi, des bureaux avec des portes. Donc, ils ont imaginé de faire des flex office, c'est-à-dire, on met tout le monde sur des open space, plus ou moins grands, peu importe. Et si on a 15 salariés par étage, on met 12 bureaux. Donc, c'est le premier arrivé qui a un bureau. Alors, ils prennent en compte, si vous voulez, le fait qu'il y a des absents, des arrêts maladie, des télétravails, des gens qui sont à mi-temps. Donc, dans le calcul, il est juste. Hein. Sauf qu'il y a des matins où il y a 15 personnes. Quoi. Et donc, la réaction, parce que l'être humain est ainsi fait, donc, alors, il n'y a pas de place attitrée, hein. Donc, ce qui est une aberration, si vous voulez. On a besoin d'avoir une place. C'est un besoin primaire de l'être. Vous connaissez la pyramide de Maslow, quoi. C'est le besoin primaire de sécurité, d'avoir un toit sur la tête et une place dans la vie. Donc là, vous n'avez plus de place. Hein. C'est terminé. Vous êtes un électron libre. Vous êtes nomade, donc aussi éjectable plus facilement, bien sûr. Hein. Donc vous n'avez plus de place. C'est le premier arrivé qui a un bureau. Et donc la réaction, c'est de se dire, comme les gens veulent une place et qu'ils savent très bien que dans ce coin-là, ils travailleront mieux que dans le coin là-bas, eh bien, ils arrivent 1 heure avant. Vous voyez ? Donc, c'est intéressant. Parce que, je suis désolée, les gens ont besoin d'une place. Ils ont besoin de mettre la photo de leur chien, de leur mari, de leur gosse. Voilà. Et la place est une... Je vous disais tout à l'heure que le travail, c'est une construction de l'identité. Il y a 2 choses qui construisent l'identité, c'est l'amour et le travail. Voilà. Alors, quand je dis travail, c'est l'activité, d'une manière générale, qu'on peut appeler travail rémunéré, mais pas seulement. C'est ce qu'on fait et ce qu'on aime. Hein. Donc le travail a une place centrale, si vous voulez, extrêmement importante. Et cette histoire de place contribue à la construction. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres virtuels. C'est un peu ce que cette tendance veut faire advenir, c'est que les êtres sont virtuels et éminemment remplaçables. Eh bien non, les êtres ne sont pas virtuels et ils ne sont pas remplaçables. Et c'est l'expérience sensible au travail qui donne sa valeur au travail. Et l'expérience sensible, c'est quoi? C'est avec son corps et avec ses sens. Donc c'est à la fois le rapport à sa machine, à son ordinateur, à son usine, à son travail. Hein. Et vous savez bien qu'un ordinateur n'en vaut pas un autre, par exemple, hein, et qu'une machine n'en vaut pas une autre. Donc ça, c'est le rapport corporel. Et puis le deuxième, c'est le rapport au lieu, à la place. J'ai une place dans cette entreprise. C'est au 3e étage, 3e bureau à droite. Et je leur disais hier, mais dites aux gens de se tasser et d'accueillir même les gens que vous voulez mettre si vous êtes en surnombre. Mais je vous en supplie, faites pas du flex office, quoi. Les gens n'ont plus de place. Donc, c'est une destruction de l'identité, petit à petit, mais certaine. On a besoin d'une place, si vous voulez, c'est comme ça. La première chose que fait un animal dans la forêt, c'est de se faire une tanière. Ben, nous, c'est pareil.
que ce soit à la maison ou au travail, notre identité professionnelle va se matérialiser par la petite place que l'on a dans un petit bureau ou grand bureau, peu importe. Mais même les poules dans les batteries, on a augmenté leur place de pondage. Là. Vous savez, les poules, elles avaient des feuilles A4. Elles avaient la dimension d'une feuille A4. On a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça à des poules. Donc on a augmenté un petit peu. On ne peut pas faire ça à des poules, mais on peut le faire à des êtres humains. C'est-à-dire que les êtres humains, on ne va même pas leur donner une feuille A4, on va leur dire c'est le premier arrivé qui aura une place. Et j'ai vu des gens qui rentraient chez eux parce qu'ils n'avaient pas de place, ou qui allaient travailler au café, ou qui disaient bon, je vais rentrer. C'est pas possible, quoi. Non, l'être humain a besoin d'une habitation. Mais bien sûr. Il a besoin d'une habitation et comme le travail, pour beaucoup, est devenu vraiment central, prend une grande place et on pourrait s'en féliciter ou pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Ne plus avoir d'habitation au travail, c'est tragique. Oui, c'est tragique. La symbolique, si vous voulez, c'est le passage dans un monde virtuel. Et les êtres humains nous ne sommes pas virtuels. Donc le rapport à la matérialité, il est extrêmement important. Il est vraiment fondamental. Ce n'est pas virtuel. Il y a des gens, moi j'ai fait des audits dans des usines, où on change des machines, on dit aux ouvriers, on va vous faire une formation 2 jours, pour maîtriser la machine, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Le gars, il me disait, mais il faut 5 ans pour maîtriser une machine comme ça, tous les jours, puis pour la connaître vraiment. Donc si on me fait faire une formation de 2 ans, parce que le maître mot, c'est la polyvalence, donc chaque employé, salarié doit savoir tout faire et finit par tout faire mal, naturellement. Parce que c'est beaucoup plus rentable de sous-traiter et tout ça est une question de gestion. Vous voyez, on gère les entreprises et donc on sous-traite une partie du travail. Donc il y a toute une partie du travail que les ouvriers ou les employés ne savent plus faire. Donc on leur demande d'autres tâches qu'ils ne savent pas plus faire. Donc on fait tout, mais tout mal. Voilà. Tu dédies un chapitre, une éthique pour chaque métier. Oui. Tu nous as déjà parlé, j'ai employé le mot éthique plusieurs fois. Éthique, ça vient de ethos, qui signifie. Oui, mais une éthique, oui, pour chaque façon de se tenir. De se tenir, oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'est fondamental, si vous voulez. On ne se rend pas compte à quel point chaque métier a une éthique. Et que le fait de transgresser ça ou de demander aux salariés de transgresser, je crois que l'exemple que je prends, c'était dans un hôtel, un réceptionniste qui était là depuis 20 ans et qui adorait son métier, c'était un hôtel un peu de luxe, pas un palace, mais enfin un hôtel assez bien. Et il disait, moi, mon métier, c'est vraiment de recevoir les clients. C'est le service, c'est de pouvoir les orienter, de leur présenter leur chambre, leur machin, etc. Et j'adore ça. Et puis, à un moment, l'hôtel, qui a été racheté par un groupe, a donc dit il faut que le taux d'occupation augmente. On n'a pas un taux d'occupation suffisant, ce n'est pas assez rentable, il faut que ça augmente. Bon, alors comment on fait pour que ça augmente ? Ils ont fait du surbooking, comme on fait dans les avions. C'est-à-dire que le gars qui était réceptionniste, alors on lui disait mais vous dites aux gens, quand ils arrivent et que l'hôtel est plein, et qu'eux, ils arrivent à 11h, puis qu'ils ont réservé, puis il n'y a plus de chambre. Donc, c'est pas grave, vous les envoyez dans un autre hôtel, on leur paiera le taxi, et vous les envoyez dans un autre hôtel. Sauf que le gars, à ce moment-là, vous lui demandez de changer de métier. Parce que, et vous lui dites, on demandait à ce réceptionniste de dire au client, il y a des travaux, on ne peut pas vous recevoir, donc de mentir, si vous voulez. Mais il était au bord des larmes, si vous voulez. Il disait, mais je ne peux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, quoi. Je ne veux pas, après tout, s'ils veulent faire du surbooking, qu'ils l'assument. On lui demande de changer son identité de métier. C'est plus un réceptionniste, c'est un vendeur de chambre. C'est très bien d'être vendeur de chambre, mais ce n'est pas son métier, vous comprenez ? Ce n'est pas du tout son métier. Et en plus, en étant à la limite de quelque chose, et lui, alors il ne prononçait pas le mot éthique, c'est moi qui le prononce, mais c'était son éthique à lui. Et dans ce même hôtel, j'ai vu des femmes de chambre pleurer parce qu'elles n'avaient pas le temps de refaire correctement un lit. Vous savez, dans les femmes de chambre, dans les hôtels, elles font ce qu'on appelle des bars ou des recouches. Et les gens, quand ils quittent la chambre, ils refont complètement le lit et complètement la chambre. Et quand ce sont des recouches, c'est-à-dire qu'ils redorment là le soir, il peut arriver que le lit ne soit pas refait complètement à neuf. Sauf qu'au bout de 2 fois, au bout de 2 soirs, normalement, il est refait, c'est obligatoire. Et là, comme ils avaient trop vendu, elle n'avait pas le temps. Donc, au bout de 3 soirs, elle était obligée de laisser les draps.
Et elle a dit, j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. C'est son éthique métier. Vous comprenez? C'est son métier. Et elle, sa fierté, c'est de faire bien une chambre, de faire un lit tous les 2 jours, de le refaire. Tous les métiers ont une éthique. Et cette gestion qui demande une suroccupation d'un hôtel, par exemple, et qui, du coup, contraint les femmes de chambre à faire vite, parce que quand vous avez 17 chambres à faire le matin, il faut quand même aller vite, et qu'on n'a pas le temps, c'est pas grave, changez pas les draps, vous tirez, etc. C'est pas grave, changez pas les draps. Sauf qu'elle, elle veut changer les draps, vous comprenez? Je ne sais pas comment vous dire, c'est ça l'éthique métier. Chaque métier a une éthique, et c'est extrêmement important. Et là, on est en train de passer là-dessus. Sauf que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement là qu'on se construit. On se construit en faisant un travail de qualité. Et comme on fait un travail de qualité, on rentre le soir chez soi et on est fier de ce qu'on a fait, quel que soit son métier. Et quand on ne fait pas un travail de qualité, ce qui est blessé en premier, c'est l'estime de soi. C'est vraiment important. Alors, une fois, c'est pas grave. Si ça arrive une fois, c'est pas très grave. Sauf que là, en ce moment, on est dans une société où faire vite et mal, ça devient une règle. Et les entreprises acceptent très volontiers des résultats vite et mal plutôt que long et bien fait. Parce que la rentabilité n'a plus le temps, du temps. Donc, il vaut mieux faire vite et mal. Sauf que vite et mal, c'est une mésestime de soi. Si vous voulez, on n'a pas envie d'être quelqu'un qui fait son travail vite et mal. On a envie d'être quelqu'un qui est fier de ce qu'il a fait, qui a pris le temps de le faire. Bon, ça peut arriver. Encore une fois, c'est pas radical ce que je dis. Bien sûr que ça arrive de bâcler des choses parce qu'on n'a pas le temps, etc. Sauf que là, ça devient chronique, si vous voulez. Et donc on se construit une identité dégradée. Vous comprenez? Et donc ça va pas. Ça va pas. Après, vous avez des gens, on leur demande de faire vite et mal. Au bout d'un moment, comme évidemment, ils ont une estime d'eux-mêmes qui va de moins en moins bien, une confiance en eux-mêmes qui va de moins en moins bien. Ils finissent par faire des erreurs, ça finit par se voir et on finit par leur reprocher. Vous voyez bien qu'il y a un système qui est complètement pervers. Il faut juste donner les moyens aux gens de faire un travail de qualité, de prendre le temps de faire ce qu'ils font. Et puis voilà. Et peut-être, alors pas pour toutes, parce qu'il y a des entreprises qui n'en ont pas les moyens, mais peut-être pour certaines entreprises d'avoir des rentabilités un petit peu moindres. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Si les actionnaires n'ont pas absolument 17% de bénéfices, ils vont s'en remettre, vous comprenez? Et peut-être qu'il faut un peu obliger au réinvestissement dans les conditions de travail, dans l'embauche, dans les effectifs, pour que chacun ait le temps de faire bien son travail. Oui, monsieur. Je parle trop. Ouais. C'est vrai que ça pose des vraies questions éthiques, notamment par rapport à la rentabilité et donc à l'actionnariat, à ceux qui tout en haut de ça donnent ces ordres-là. Moi, ce que je remarque, c'est quand même que malgré le fait qu'on dise que ça ne marche pas, d'une certaine manière, ça marche quand même parce que, et moi j'en fais l'expérience dans la boîte dans laquelle je suis, ça fonctionne depuis assez longtemps et ça continue de faire de l'argent. Mais ça marche très bien même. Donc d'une certaine manière, ça marche pour très peu de personnes, mais à la limite, ça pourrait être rassurant de se dire de toute façon, au bout d'un moment, ils vont se casser la gueule parce que les gens vont en avoir marre d'être traités comme des merdes et ils vont partir. Mais sauf que ce dont je me rends compte, c'est que ce système d'exploitation, il fonctionne quand même et du coup, à part par de la régulation normative, disons, étatique, j'ai du mal à voir, ou alors par un changement, disons, d'ordre existentiel, éthique des actionnaires, j'ai du mal à voir... Quel optimisme. Non, mais pour n'exclure aucune possibilité, puisque j'imagine qu'il y a peut-être déjà eu quelques cas comme ça. En fait, j'ai l'impression que la régulation normative, c'est la seule chose qui reste d'une certaine manière, puisque les entreprises ne sont pas construites pour répondre à des problèmes éthiques, mais qu'elles sont construites structurellement pour faire de l'argent en l'état. Absolument. Mais c'est très juste, et je vous renvoie à Alain Soupiot qui écrit ça de manière magistrale, et qui vous le dira beaucoup mieux que moi, mais c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on a donné aux entreprises le pouvoir ou la mission de gérer quelque chose qui ne relève pas du tout de leur mode d'organisation. C'est un problème d'État, c'est un problème systémique et c'est un problème étatique et de régulation normative au niveau de l'État, oui, bien sûr. Et quelle forme elle pourrait prendre? C'est un problème étatique, d'autant plus que... Politique, en tous les cas.
D'autant plus que Thibault dit ça marche, ok, pour les actionnaires, ok, ou pour les financiers, ok, mais au niveau de l'État et au niveau de la population, ça a un vrai coût. Mais évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche pas, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça marche quand on regarde que d'un point de vue, par l'angle des actionnaires. Ça fonctionne. Mais au niveau national d'un pays, c'est un coût qu'on supporte tous, qui est de plus en plus dramatique. Ce qui est probable, si vous voulez, c'est que si on continue comme ça, il y aura probablement un point de rupture. Regardez ce qui se passe pour les retraites. Alors, tout le monde crie « Oh là là, les retraites, les retraites, les retraites ». Mais je vous rappelle quand même que la seniorité dans les entreprises, c'est 45 ans. Donc moi, ça me fait rire. Mais vous vous pointez à 50 ans dans une entreprise, personne ne vous embauche. Vous avez à peu près 0 chance d'être embauché. Enfin, j'exagère, mais quand même. Donc, et combien de fois je vois des ruptures conventionnelles ou ce qu'on appelle alors maintenant on appelle ça des plans de sauvegarde de l'emploi, c'est magnifique, hein, c'est quand même des plans de licenciement, mais ça s'appelle vous voyez, on nomme plus les choses, mais on nomme le contraire. Donc c'est déni de réalité, déni de souffrance, enfin bon. Et qui part en premier? Les gens de plus de 50 ans. Donc moi je veux bien qu'on travaille jusqu'à 70 ans, moi j'adore travailler, donc c'est pas la question, mais ça va être compliqué si vous voulez. Donc je pense, pour répondre à vos questions, qu'en effet il y aura probablement un point de rupture, mais vous savez ce qui se passe dans le monde du travail aujourd'hui, moi je le compare beaucoup au climat, à ce qui se passe dans le climat. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce monde va à sa perte, on est à peu près tous bien conscients qu'on y va. Alors on y va, bon, allons-y. On sait bien que les décisions, c'est pas d'arrêter l'eau quand on se lave les dents, hein. On sait bien que ça va pas sauver le monde, mais c'est quand même ce qu'on demande aux gens. Vous voyez, c'est quand même ça qu'on demande aux gens. Donc c'est très bien, je ne veux pas vous obliger à faire couler l'eau quand vous vous lavez les dents. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis absolument persuadée que c'est pas là que ça se jouera, quoi. C'est pas là que ça se jouera. Et dans le travail, ça me fait un petit peu penser à ça. C'est-à-dire que on peut dire aux gens on va vous faire des séances de relaxation. Voilà, les gens sont surstressés par une charge de travail délirante parce qu'on a réduit les effectifs de moitié. Moi, j'ai vu ça, un staff de secrétaires, 40 secrétaires, on réduit à 20, enfin c'est des assistants, parce que le secrétaire, ça n'existe plus, c'est trop délétère. Donc, on réduit à 20, donc mathématiquement, si vous voulez, la charge de travail double. Vous voyez, parce que la charge de travail est toujours la même. Donc, les filles, au bout d'1 an, elles sont... Hein, et qu'est-ce qu'on leur propose? Des séances de relaxation. C'est la méditation? Non. Parle-nous de la méditation. Alors, une fois, tu m'as dit ou du yoga, ou de la méditation, mais oui. C'est pareil, si vous voulez. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui interviennent en entreprise, mais faites attention à l'instrumentalisation de toutes ces pratiques. Parce qu'en aucun cas, la méditation, qui est une pratique qui doit être, moi j'y connais rien, mais qui doit être sûrement formidable, en aucun cas, elle ne peut servir de pansement à des problèmes d'organisation du travail qui sont autrement plus graves. Hein, donc, et elle sert de pansement. Moi, j'ai quand même vu des gens, à la suite de séances de relaxation pour les détendre, prendre un Lexomil parce qu'elles se disaient ouais, je fais ça, mais en attendant, mon travail ne se fait pas, donc je suis super stressée. Donc, je veux dire, les gens, on devient fou, quoi. On devient fou. Donc, il ne faut pas oublier de dire aux entreprises, si vous avez des problèmes d'organisation du travail, je vous conseille quand même de les régler, quoi. De les régler à leur source. Et ça c'est pas une solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une solution individuelle qui est probablement très, très intéressante, mais ça ne peut pas être une solution d'entreprise. Or, eux, le marché récupère tout, vous savez. Il a même récupéré les cabinets de consultants de ressources humaines qui vendent mais tout et n'importe quoi. Ils vendraient leur mère, mais c'est invraisemblable. Mais jamais j'ai vu ça, quoi. Mais c'est dingue. Non, mais c'est vrai. Ils vendraient leur mère en disant « mais je vous assure, ma mère, elle va vous aider à aller mieux, quoi ». Mais j'ai jamais vu ça. Le marché récupère tout. Et ça fait 20 ans que je travaille sur la souffrance au travail. Le marché de la souffrance au travail, il est énorme. Ça rapporte des millions d'euros. Il n'y a jamais eu autant de gens qui souffrent. Il n'y a jamais eu autant de burn-out. Il n'y a jamais eu autant de dépression. Il n'y en a jamais eu autant. Donc il faut peut-être se poser la question des réponses qu'on donne. Elles ne sont peut-être pas tout à fait adaptées quand même. Donc ça, c'est tout à fait pour aller dans le sens de ce que vous dites. Le problème, il est systémique, si vous voulez. Il faut qu'on se pose la question du système. Donc moi, la société, elle est formidable, elle a plein d'avantages. Je ne vais pas faire la révolution, mais il faut peut-être réfléchir quand même à un système où l'être humain aura une petite place un petit peu plus importante quand même.
dans les critères. Quelle forme ça peut prendre enfin bon, après, c'est des questions peut-être un peu techniques, mais moi, ça m'intéresse sur quelle forme est-ce qu'une régulation normative elle peut prendre sur une question comme ça, où on est purement dans l'ordre, parce qu'à la limite, le climat, on est dans l'ordre quand même du chiffrable et du quantifiable, ce qui est plus facile sur lequel je trouve c'est plus facile de légiférer. Là, typiquement, bon, on a imposé des formations. Non, mais là, c'est pas de l'ordre de la formation. Donc, là, comment est-ce qu'un État peut réguler de manière normative sur quelque chose qui pourtant est tellement de l'ordre, je trouve, de l'humain, en fait. Moi, j'aurais envie de dire, je trouverais ça normal que juste quand on est chef d'entreprise, qu'on se pose cette question, qu'on voit la situation et qu'on ajuste parce qu'on se sent touché dans son cœur qu'il y a des gens qui souffrent. Maintenant, comment est-ce que l'État légifère sur la souffrance? C'est ça qui est difficile. Alors, il ne doit pas légiférer sur la souffrance, mais il y a des règles. Il y a un article dans le droit du travail qui s'appelle l'article 41-21 du Code du travail qui oblige l'employeur à protéger la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés. C'est une obligation. Donc, à partir de là, on peut peut-être décliner ça, puisqu'il y a moi, je fais des audits sur l'organisation du travail, je donne des préconisations extrêmement concrètes. Je peux vous dire que j'ai un certain nombre de rapports qui dorment dans les tiroirs. Mais vraiment, hein, ce qui n'est pas très valorisant, parce que je me dis, bon, ça ne sert pas à grand-chose ce que je fais, mais je pense que ça sert autrement. Mais par contre, peut-être que ça, c'est une piste, de dire, mais vous avez des préconisations, vous avez une obligation de les mettre en œuvre, quoi. Voilà, ce n'est pas le tout de faire le diagnostic, mais si vous n'en faites rien, ça ne sert à rien. Donc que l'État légifère en disant aux entreprises, à partir du moment où vous avez l'obligation de l'évaluation, vous avez en entreprise l'obligation d'évaluation des risques professionnels. Et dans ces risques professionnels, il y a les risques psychosociaux. Donc vous êtes obligé d'évaluer les risques psychosociaux. Si on va jusqu'au bout de la démarche, on peut dire, à partir du moment où vous avez des préconisations, si vous avez des préconisations sur l'électricité, par exemple, vous êtes obligé de le faire. Alors pourquoi sur les risques psychosociaux, vous n'êtes pas obligé de le faire? Vous voyez, ça c'est une piste, par exemple, qui du coup peut aider les entreprises, pas seulement les contraindre, mais aussi les aider. Peut-être influer sur les pouvoirs du médecin du travail, qui pour l'instant ne sont pas extraordinairement aidants. Alors il y en a qui sont bien, mais alors je peux vous dire que... Oui, madame. Micro. Moi, j'ai qu'une remarque. Légiférer, oui. Réguler de façon normative, oui. Donc, j'ai l'impression d'entendre à nouveau un espèce d'État qui vient mettre un pouvoir sur les entreprises. Mais l'État est une entreprise. Et je connais beaucoup de gens dans le secteur public qui sont exactement dans la même souffrance que dans le secteur privé. Bien sûr. Voilà. Mais vous avez raison. Je ne pense pas du tout. Moi, je ne parle pas que pour le secteur privé. Hein. Vous avez tout à fait raison. C'est la même problématique maintenant dans le secteur public. Bien sûr. Et donc, je pense que, comme l'État doit déjà balayer devant sa propre porte, ils vont avoir du mal. Tu vois, Thibault, à dire on va imposer certaines... ils peuvent se l'imposer à eux-mêmes. Voilà, en fait, ils pourraient déjà ils pourraient faire un premier POC, tu vois, sur eux-mêmes. Parce que je connais, tu vois, certains services au niveau les plus hauts de l'État où ça se passe pas très très bien, où les gens carburent au Lexomil et... Bien sûr. Bien sûr. Et pas qu'à ça, d'ailleurs. Mais je crois que moi, ce que je dis, c'est valable pour l'ensemble du monde du travail. C'est surtout pas valable que pour les entreprises privées. Hein. Oui, vous avez raison. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas que le privé. Hein. Je voulais faire deux remarques. Tout d'abord, la grosse problématique, c'est que les gens n'ont pas le choix. C'est-à-dire que quand ils sont dans une entreprise, s'ils veulent quitter l'entreprise, le chômage, tout ça, c'est une inquiétude pour eux. Et il y aurait beaucoup plus de travail pour tout le monde et d'emploi. Les gens, ils partiraient de leur entreprise. Donc je pense que ça permettrait de résoudre. Par rapport au flex bureau, moi, ça fait 1 an et demi qu'on est passé dans notre entreprise. Et finalement, les collaborateurs développent des stratégies de contournement. Oui. C'est-à-dire que finalement, moi ça fait 1 an et demi, alors il y a des directions, ils ont décidé que ça serait des bureaux fixes, donc dans certaines directions c'est fixe, et d'autres finalement, les gens se mettent tout le temps aux mêmes places. Parce que tout le monde était angoissé à l'idée de on ne va pas savoir. Mais finalement, tout le monde à sa place, recrée un environnement, oui. Et donc on se met, non, on ne va pas se mettre là parce que c'est la place de un tel. Drôle. Donc il y a des stratégies de contournement, et finalement ça n'a pas été si compliqué que ça. Le seul problème, c'est le bruit. C'est le bruit dans ces bureaux-là, parce qu'il faut vraiment des zones d'isolement. Et en revanche, on voit tout le monde.
on voit notre chef, on voit tout le monde. Donc la circulation, la communication est quand même plus fluide et on voit notre chef tout le temps. Voilà. Mais ça crée une autre pression d'être sur le regard. Oui, mais, le chef aussi, il a la pression. Parce qu'il ne peut pas se planquer dans son bureau. Voilà. Non, mais c'est bien de pouvoir ça a beaucoup créé des problèmes pour les chefs. Oui, mais... oui, monsieur. Il y a le monsieur là-bas. Juste, vous parlez d'une problématique systémique. Est-ce que c'est vraiment une problématique systémique ou une problématique individuelle? Dans le sens, monsieur parlait de la notion de rentabilité du capital, donc systémique. Mais on retrouve ça dans toutes les associations. Il n'y a pas de capital dans l'association, dans le principe. Mais vous n'avez pas pire qu'une ASSOC pour avoir une difficulté dans le travail. Enfin, une difficulté de lien. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème individuel de prise de pouvoir d'un certain typologie de personnes qui intègrent et qui entraînent ce genre de problématique de difficulté au travail? Et non pas un système, parce que, bon, toujours le système, moi, j'ai rien contre, hein, attention, hein, le discours, j'ai pas contre le discours. Je dis simplement que dans ce système, il est gouverné par des individualités, et ces individualités sont peut-être... Alors, vous avez parlé de perversion tout à l'heure. Oui, perversité, oui. De perversité. Est-ce que c'est pas là le problème? Est-ce que le problème n'est pas d'avoir laissé passer, enfin, laissé permettre à un certain nombre de personnes perverses d'avoir ce lien et de mettre en difficulté les autres, parce que c'est effectivement un jeu. Et puis la deuxième, par rapport au système, on a quand même une personne qui a dit très récemment, le travail, la pénibilité, c'est un mot que je ne veux pas entendre pour le mot travail. Ça a été dit il y a un mois, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, enfin bon, la question était surtout sur l'individualité et non pas sur le système. Alors, moi, ça fait 20 ans que je travaille pour dire que ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de système. Donc, si vous voulez, je ne vais pas vous dire que c'est une question d'individu, quoi. Vraiment, je ne le crois pas. Vraiment, je crois vraiment que... comment vous dire au début du siècle dernier, le management, il n'était pas particulièrement bienveillant. Vous voyez, dans les mines de charbon... les chaînes de montage, tout ça, on n'était pas sur un management extraordinairement bienveillant, hein, avec des souffrances au travail qui étaient extrêmes. Il n'y avait pas de suicide au travail. Aujourd'hui, on est entre 400 et 500 minimum suicides liés au travail. Donc, on est passé d'une souffrance qui était physique et qui était grande, hein, avec un management... je veux dire, l'être humain n'est pas devenu méchant en 1990. L'être humain, je pense que c'est le même depuis l'Antiquité. C'est le même. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Dans les associations comme dans les entreprises privées ou publiques, on a les mêmes individus à peu près partout, qui sont tous différents. Mais je veux dire, les proportions de pervers, de pas pervers, de management, de machin, de trucs, c'est les mêmes depuis la nuit des temps, avec probablement des gens plus coercitifs avant, hein, parce que le management, il était quand même plus autoritariste avant. Donc ce qui a changé, ce n'est pas les individus n'ont pas changé, c'est le système qui a changé. Et c'est particulièrement le système étendu à tous les fonctionnements, ainsi qu'aux associations, ainsi qu'au système public, système de gestion. C'est-à-dire que maintenant, un hôpital public, il doit être géré. Tarification à l'acte. Et moi, je vois bien que j'ai fait un audit dans un hôpital où on demandait à un service d'être rentable. Vous n'êtes pas assez rentable. Au regard des rendez-vous que vous avez avec vos patients, c'est un service gynécologique. Le gars, il disait, mais enfin, c'est des rendez-vous qui prennent du temps et il en faut plusieurs. Oui, mais tous vos rendez-vous ne débouchent pas sur une opération. Donc, votre système n'est pas rentable, l'orthopédie est plus rentable. Ben oui, mais moi, je ne fais pas de l'orthopédie, je fais de la gynécologie. Donc, si vous voulez, le système impose, comme ils ne connaissent pas le métier, ils ne le connaissent pas. Je vous rappelle que là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est un service entier qui a démissionné. Tous les médecins ont démissionné. Et là, pas démissionné comme on les voit démissionner, ils sont vraiment partis. Hein. Donc, parce qu'on leur demande des trucs qui sont des contraintes de gestion, ça n'a aucun sens, c'est absolument infaisable dans leur métier. Et mais alors, je suis absolument convaincue que ce n'est pas du tout une question d'individu. L'individu,
les individus qui dysfonctionnent à l'intérieur des structures, qu'elles soient publiques, privées ou associatives, c'est parce que la structure ne les recadre pas ou ne régule pas ces dysfonctionnements que ça ne va pas. Donc les structures ne régulent pas les dysfonctionnements individuels qui existent depuis la nuit des temps, si vous voulez. Je pense vraiment. Hein, je ne pense pas que les managers soient devenus méchants depuis les années 90. Franchement, je crois que l'être humain, il essaye de survivre dans un contexte qui est un peu compliqué et on lui donne beaucoup d'injonctions contradictoires en ce moment, beaucoup. Alors il faut être bienveillant. Voilà, faut être bienveillant. Alors soyez bienveillants. Sauf qu'on voit bien que le contexte n'est pas du tout bienveillant et que les injonctions et les objectifs créent une pression extrêmement importante, mais il faut quand même être bienveillant. Eh bien non, ça ne va pas. Donc pour répondre un peu radicalement à votre question, je ne crois pas du tout que ce soit une question d'individu. Du tout. Pour parler de bienveillance, moi j'ai un micro tout le temps. Je vous laisse la parole après, mais oui. Pour parler de bienveillance et pour détendre l'atmosphère, raconte-nous un peu un séminaire de bienveillance dont tu aurais eu écho dans ton travail. Hier, la bienveillance. Hier, je fais une réunion dans un COMEX, hein, des grands directeurs, la grande entreprise et tout. Bon, des gens normaux, bien, tout ça, et un peu tendu, quoi. Je sentais que c'était un peu... voilà, et il y en a un qui dit « Non, mais nous, notre direction est extrêmement bienveillante, voulant sans doute me faire plaisir. Oh » Et je dis « Oh là là, oui. » Alors, je dis « Oh, vous êtes extrêmement bienveillante et pleine d'empathie. » Oh, ben j'ai dit « Alors, c'est le nirvana, c'est formidable. » Alors, je leur dis « Vous savez, moi, personnellement, le mot bienveillante, je peux quasiment plus l'entendre. C'est insupportable. » C'est insupportable, tellement il y a une injonction à la bienveillance. Donc ça ne veut plus rien dire, en fait. Et du coup, il y en a un qui a embrayé direct et qui a dit « Oh non, mais moi je suis d'accord avec la dame, c'est insupportable la bienveillance, j'en peux plus. » Un deuxième, ils étaient 9 dans le COMEX. Bon, finalement, la bienveillance a sonné son heure de fin, ça a été terminé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la langue de bois, arrêtons, quoi. Arrêtons, on n'a pas besoin d'être bienveillant. Je leur dis, c'est ridicule, soyez juste. Vous dirigez une entreprise, vous devez établir des règles partagées, justes, et puis que ça fonctionne. Il ne s'agit pas d'être autoritariste ou d'être... si vous visez la sainteté, là, c'est quoi le truc? Je ne sais pas, le modèle, c'est Saint-François, parce que là, on n'est pas au bon endroit, quoi, je veux dire. C'est ridicule. Il faut être bienveillant. Alors, vous êtes bienveillant, vous? Enfin, je ne sais pas, moi je suis bienveillante, j'en sais rien, c'est pas le sujet, quoi. Enfin, le sujet, c'est vous êtes dirigeant d'entreprise, on vous apporte un problème, est-ce que vous avez les moyens de le résoudre? C'est ça qu'on demande. Bon, alors si le fait de dire bienveillant, c'est pour ne pas être méchant, bah oui, je vous le confirme, c'est mieux d'être gentil que méchant. Mais enfin, je ne suis pas sûre que ce soit le sujet, quoi. Vous voyez, on glisse sur des espèces de sujets qui n'en sont pas. Mais moi, j'ai fait un audit dans une association, justement, une ONG, une grosse ONG. Et il y a une dame qui m'a dit « Moi, c'est pas compliqué, si on me reprononce le mot de bienveillant, je fais une crise de nerfs. » Vous ne pouvez pas savoir, tout était à l'aune de la bienveillance. Tout devait être bienveillant. Mais il y a quelque chose d'un effet contraire. Ça devient grotesque. Et puis on met au centre quelque chose qui n'a pas à être au centre. Ce qui doit être au centre d'une entreprise, d'une association, d'un hôpital public ou d'un service public, c'est le travail. Comment on fait pour bien travailler dans de bonnes conditions et d'avoir les moyens de faire un bon travail? Voilà, c'est tout. Alors après, s'il y a des dysfonctionnements individuels, il faut en effet les réguler. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui tapent sur leurs salariés, par exemple, ou sur leurs collègues, oui, c'est pas bien, ça je confirme. Mais il n'y a pas besoin de moi pour le savoir. Si vous voulez, il y a des lois en France, elles sont très bien faites. Vous n'avez pas le droit de harceler ou d'être mal élevé. Voilà, et on applique la loi et ça suffit. Ça suffit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est complètement contre-intuitif en plus. Et avec une espèce de peur, est-ce que je peux dire ça parce que est-ce que ça va être suffisamment bienveillant? Oui, ça dénature le mot. Dénaturer le dialogue bien sûr. Aussi. Le dialogue, absolument. On ne peut plus parler. On peut plus parler. On ne peut plus parler vrai, on ne peut plus dire ce qu'on pense. Voilà, oui, absolument. Ça, c'est un vrai problème en entreprise. Alors, vous avez le micro. D'abord, merci pour votre intervention. Je trouve ça fait beaucoup écho en moi parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans une société qui a connu une croissance externe. Oui.
et qui a fait beaucoup de rachats et ensuite qui a été racheté par un fonds d'investissement. Mais justement, je voulais réagir par rapport aux différentes remarques. J'ai justement pu constater que notre PDG a toujours réussi un petit peu à réguler les demandes des investisseurs et que c'est vraiment grâce à lui et à toute son équipe que finalement la boîte a été quand même assez préservée. Mais justement, c'est pour ça que moi je réagis un peu à ce que tu disais. Comme pour l'environnement, je ne pense pas que, en tout cas, ce n'est pas la seule solution, ça me paraît assez clair, qu'il faut attendre de l'État, uniquement de l'État, en tout cas, qu'il y ait une régulation, parce que déjà, ça risque d'être fait en masse, donc ça ne s'appliquera pas il n'y aura pas le bon sens qui peut être appliqué quand on regarde plus au niveau de l'entreprise ou à un niveau un peu moins macro. Et je suis tout à fait d'accord que c'est systémique, mais je me pose plus de la question par rapport à l'éducation, parce qu'on est quand même pas mal formaté. Enfin, moi, je vois c'est ce que vous donniez comme exemple avec les médecins qui ont tous démissionné. Ça a fait du coup une force, l'union crée la force, mais nous, c'est ce qui se passait en fait. C'est que comme on était assez suffisamment unis, on arrivait un petit peu à réagir aux demandes. Et finalement, les actionnaires, si on leur dit pas non, ils vont toujours en demander plus, ils sont très loin de la réalité. Donc c'est la seule barrière, c'est nous finalement, c'est l'humain. Et c'est pas une loi, vous l'avez d'ailleurs un peu dit, quand il y a des règles pour faire des formations obligatoires, si les personnes qui les mettent en œuvre n'y croient pas, les formations servent à rien et c'est même un peu ridicule. Et du coup, je me posais plus de la question au niveau de l'éducation, en fait, de ces nouvelles générations qui arrivent et qui sont, elles, assez formatées, qui parfois vont trouver ça normal, ce système. Oui. Et c'est plutôt, à mon avis, à ce niveau-là qu'il y a quelque chose à faire. Mais vous avez tellement raison, mais c'est tellement à tous les niveaux qu'il faut faire quelque chose. C'est tellement à tous les niveaux. Et ce que vous avez dit sur votre directeur qui s'est battu, du coup, pour demander ou imposer ou contraindre les actionnaires à ne pas demander trop et à chercher des marges de manière à protéger ses salariés. C'est tellement important. Et bien sûr que la lutte, elle est aussi individuelle et collective, et au niveau de l'État, et au niveau de l'éducation, et au niveau des écoles. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes dans les écoles? Qu'est-ce qu'on leur apprend, quoi? Et qu'est-ce qu'on aimerait leur apprendre? Et qu'est-ce qui serait peut-être intéressant de leur apprendre? Et bien sûr. Maintenant, je ne vais pas être corporate là, mais je ne suis pas d'un optimisme délirant vu ce que je vois. Maintenant, moi, c'est vrai que mon angle est un peu... c'est vrai qu'on ne fait pas appel à moi quand tout va bien, hein, mais est-ce qu'on a le temps? Mais oui, bien sûr. Alors là, c'est sûr. Et vous avez dit autre chose aussi. Il croit à ce qu'il dit. Et c'est vrai que moi, je rencontre des gens qui ont 30 ans parfois et qui me disent des choses et ils croient ce qu'ils racontent, quoi. Comme la jeune femme qui me demandait de faire la formation au moment du repas. Et il y en a une autre qui m'a demandé un audit sur les risques psychosociaux. Elle était adorable, hein, c'est pas la question. Et elle me dit, bon, bah, évidemment, hein, quand vous écrirez votre rapport, vous nous le montrerez avant, qu'on puisse corriger. Et je la regarde et je lui dis, mais... je souris, quoi. Je lui dis, bah non. Ah bah quand même, c'est nous qui payons, hein. Et en toute bonne foi, si vous voulez. Voilà. Et donc, je lui ai fait un petit cours sur l'éthique, tout ça. Bon. Elle m'a dit, oh, c'est intéressant. Ben, oui, mais ce qui était sidérant, si vous voulez, c'est pas qu'elle me le demande. Parce qu'à la limite, les gens qui me proposent des mallettes de billets, ça, je l'ai eu aussi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, ça arrivait une fois, hein, mais... j'ai accepté, vous pensez? La mallette était pleine, j'ai accepté. Non, mais j'adore, ça me fait rire, mais au moins là, c'est clair, quoi. Alors que là, c'était pas clair. Elle pensait vraiment que comme l'entreprise payait, ben, elle avait le droit de contrôler le rapport. Ben, j'ai dit, écoutez, dans ces cas-là, faites-le vous-même, ça va être plus simple, quoi. Et donc, le fait qu'il croit à ce qu'il dit est en effet peut-être plus problématique. Alors, heureusement, pas tous, hein, bien sûr.
Oui, bonjour. Je me posais la question de savoir si, dans ce monde du travail très gestionnaire, avec des modèles d'organisation très figés, il y a des initiatives qui émergent. On parle d'entreprises libérées. Je me demandais si vous aviez été confronté à ce sujet, si vous aviez un regard sur ces modèles qui essaient justement de fonctionner différemment, avec des gens qui essaient de définir leurs objectifs eux-mêmes, de ne pas être sous le poids de la gestion imposée. Ou si vous pensez que... Non, non, il y a aussi des poissons volants, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais ce que je vois par contre, je ne vois pas beaucoup d'entreprises libérées, ce qui me paraît un projet formidable, bien sûr, hein, où il faut que tout le monde soit adulte et tout le monde prend ses responsabilités, etc. Mais ce que je rencontre beaucoup, c'est des jeunes qui refusent, qui sont très conscients de ce qui se passe, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce mode de fonctionnement et qui donc ou bien quittent rapidement l'entreprise pour faire autre chose, ou bien n'y passent même pas. Vous voyez, il y a 20 ans, ils faisaient 10 ans en entreprise et puis après, ils partaient ouvrir un gîte en Bourgogne. Maintenant, ils ne passent même plus par la case entreprise. Ils vont directement faire autre chose. Et puis des gens qui ont fait HEC, quoi. Je veux dire, c'est pas le Larzac de 70, quoi. C'est pas ça. Hein. C'est simplement il y a ça, il y en a plein. Ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se dire, mais c'est un modèle de société qui ne nous convient pas. Nous, on va faire autrement. Donc, par exemple, des tas de jeunes qui partent faire de l'agriculture alors qu'ils n'ont aucune connaissance de l'agriculture et qui réussissent très bien d'ailleurs parce qu'ils se forment, etc., etc. Parce qu'ils veulent un retour à ce contact au travail concret, si vous voulez. Ça, c'est très important. La virtualité fait fuir un certain nombre de jeunes, et ça, c'est plein d'espoir, je trouve. Oui, il y a madame. Intéressée par ce que vous dites depuis le début, et puis moi, ça m'interpellait à d'autres niveaux, à d'autres registres de la société, mais ça percutait comme ça. C'est-à-dire que moi, il y a des choses qui se sont développées depuis quelques années, là, des services qui sont devenus automatiques. On parle beaucoup des services de livraison de repas à domicile, de taxis, etc. Donc c'est devenu la norme d'aller pianoter sur son téléphone et d'aller commander son Uber, sans savoir ce qu'il y a en background, pour employer les termes, je vais vous le dire. Où il y a des gens qui sont exploités, quoi. Voilà. Bien sûr. Et moi, ce qui me scandalise beaucoup, c'est que je trouve que ça se répand beaucoup, y compris autour de moi, et que les gens se posent même plus la question de mais qu'est-ce que je paye comme service et qu'est-ce que ça implique aussi d'utiliser ce type de service. Absolument. Absolument. C'est la société du clic, hein, avec les travailleurs du clic. Il y a Dominique Méda qui a beaucoup écrit là-dessus. C'est très intéressant. Et oui, se faire livrer un sandwich à minuit, à Paris, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Sauf que les gens qui travaillent derrière ils sont considérés comme auto-entrepreneurs, ils ne sont pas salariés. Les entreprises comme Deliveroo ne veulent pas les salariés. D'ailleurs, eux non plus ne veulent pas être salariés, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Sauf qu'en étant auto-entrepreneurs, ils n'ont aucune protection sociale, ils ne cotisent pas à la retraite. Enfin bon, ils ont une exploitation de leur travail et de leur corps, pour le coup, hein, parce que qui est absolument insensé, quoi. Et donc, renvoyer chacun à son éthique personnelle et à se dire est-ce que vraiment je vais commander un sandwich à minuit, la question mérite d'être posée. Chacun peut se poser la question, en effet. Comme Uber, oui, Uber, c'est une société qui a été montée sur des pratiques sociales particulières quand même. Hein. Bon, il y a des taxis qui payent leur licence 400 000 €, ils ne payent rien du tout, ils prennent des auto-entrepreneurs qui sous-payent, qui ne sont pas salariés. Et ça commence à poser des problèmes d'ailleurs. Donc là, ça renvoie à l'éthique de chacun, en fait. Et c'est très important, en effet, de se poser les bonnes questions. Maintenant, pour empêcher les gens de prendre des Uber, ce n'est pas la question. Mais quand même, ça va tellement vite que finalement, on ne prend plus le temps de se poser les questions. Ça va vite. À peine Uber était monté que vous aviez la moitié de Paris qui en prenait, quoi. Donc, c'est compliqué, hein.
Merci pour vos interventions. Je voulais juste savoir si vous rencontriez la même problématique dans les PME. Le PME, oui, 50 à 100 personnes. Oui, c'est intéressant. Alors oui et non. Un peu moins. Un peu moins. Je parle beaucoup des grosses entreprises, en fait, qui imposent des systèmes de gestion assez forts. Les PME sont plus dans la difficulté de la tête jusqu'en bas, en fait. Parce que eux, les PME, comme les associations, d'ailleurs, comme les services publics, sont également soumis à l'hyper-concurrentialité et donc sont soumis aux mêmes pressions économiques que les autres entreprises, sauf qu'elles n'ont pas les mêmes moyens, évidemment. Donc c'est vraiment difficile. Hein. Les PME et les TPE, les gens qui sont en très petites entreprises, c'est super difficile, vraiment. Parce qu'on leur demande autant, mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc, mais ce sont des problématiques qu'on rencontre moins. Plus l'entreprise est plus petite, plus on peut résoudre les problèmes plus facilement, si vous voulez, parce que les contacts humains sont plus directs. Donc, ce sont tous les process virtuels qui rendent un peu fou, en fait. Par rapport à ce que tu disais sur la virtualité, j'ai l'impression qu'on est passé d'une économie plus de subsistance où les êtres humains travaillaient pour leur propre survie d'une certaine manière, à en effet une économie où on comprend plus trop pourquoi on travaille si ce n'est pour un salaire qui est censé nous maintenir en vie. Et moi, un diagnostic que j'ai un peu posé, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, si tu penses qu'il est pertinent ou pas, c'est que à mesure qu'on dédie de plus en plus de notre temps et de notre énergie à effectuer des monotâches ultra spécialisées pour qu'on nous donne un salaire avec lequel on va ensuite acheter auprès d'autres prestataires des moyens de transport packagés comme Uber parce qu'on n'a pas le temps de se déplacer nous-mêmes, de la nourriture packagée chez Picard parce qu'on n'a pas le temps de se faire à manger, des vacances packagées chez Carrefour Voyage parce qu'on n'a pas le temps de préparer nos vacances, des éducations packagées parce qu'on n'a plus le temps d'élever nos enfants parce qu'on est juste tellement épuisé à faire cette monotâche que du coup j'ai l'impression qu'on a perdu une forme de résilience qui fait que ce travail prend une forme tellement grande que quand ça commence à déconner au boulot, vu qu'on se réalise d'une certaine manière plus vraiment dans le reste de notre vie et qu'on est entièrement dépendant de ce système où tout ce qu'on fait c'est gagner de l'argent pour pouvoir payer d'autres prestataires qui ensuite s'occupent de nous faire vivre en fait, que du coup quand cette mono-activité qu'on a, qu'on se rend compte que ça nous rend pas heureux en fait, que c'est pas, j'ai l'impression que pour reprendre le concept de résilience, que tout prend feu directement parce qu'on n'a pas plusieurs activités, alors que j'ai remarqué que quand on se réalise dans d'autres choses en dehors, qu'on se fait à manger, qu'on répare nos toilettes quand elles sont cassées, qu'on repasse notre linge, etc. Il y a plein de micro-réalisations qu'on fait dans nos vies et que du coup, quand il y en a une qui commence à déconner, il y a comme un équilibre qui s'instaure et j'ai l'impression que là, on est dans une espèce de monoculture généralisée en fait, du travail où on a un job et quand on se fait virer, on est juste là, mais à quoi je sers en fait, vu que c'était la seule chose que je faisais et on vient de me dire que je servais à rien là-dedans. Ben, vous voyez, lui, c'est les jeunes qui vont sauver le monde. Voilà, c'est lui. Ça va reposer sur vos épaules, c'est sûr. Parce que, non, mais dans ce que vous dites, si vous voulez, il y a la réflexion, l'analyse, le refus d'une société où on est passé en mode survie. Enfin, voilà, ce que vous dites, on est en mode survie. On essaye de respirer. L'autre jour, il y avait Christian Bobin qui passait à la télé, on lui disait, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas être philosophe, vous ne voulez pas être poète, etc. Puis il a pris un long temps comme ça, puis il a dit... j'essaye de respirer. Et voilà, on est passé dans une société où le travail nous fait vivre en mode survie. Et ce que vous décrivez, c'est comment on peut faire pour vivre. Pour vivre, c'est-à-dire pas seulement travailler pour avoir un salaire, pour essayer de remplir son frigo, pour essayer de survivre et d'avoir des vacances. Voilà. Et je pense que plus il y aura de gens qui auront cette réflexion-là dans les jeunes générations, plus la société, elle changera. Parce que le mode de travail tel que je le décris, qui est imposé à des gens comme vous, ça va pas marcher. Vous voyez, ça va pas vous plaire, je pense. Et comme si ça ne plaît pas aux jeunes, ça ne pourra pas marcher. C'est pas possible. Il y a un moment où il y aura un point de rupture et la société sera obligée de changer parce que vous la changerez, si vous voulez. Et donc, oui, je pense que votre analyse, elle est super juste, quoi, vraiment. Et j'ai l'impression que c'est aussi lié
en partie, mais pas que évidemment, c'est aussi lié à l'urbanisation, dans le sens que j'ai remarqué que dans des contextes urbains, surtout dans les contextes urbains contemporains, on est presque condamné en fait à cette situation de dépendance extrême dans des prestataires extérieurs, puisque on nous a ôté en fait les moyens de notre propre subsistance. Et c'est pour ça, je pense, qu'il explique un certain retour aussi à la campagne, à l'agriculture, aux néo-paysans, peu importe comment on les appelle, parce que moi je me retrouve dans l'incapacité ici, dans une grande ville, d'imaginer quelle forme pourrait prendre ma vie dans un autre mode que ce mode survie, en fait, parce que je suis de toute façon dépendant des institutions qui peuvent me donner un salaire pour que je puisse contracter tous ces services, parce que j'ai pas à ma disposition les outils que le monde offrait auparavant pour me déterminer, en fait, et créer les moyens de ma propre subsistance. Donc, et ça pose, ce que vous dites pose aussi le fait que dans ce mode urbain de travail, de dépendance, etc., il y a un rapport au temps où le temps de chacun est capturé, en fait. Vous voyez, moi, par exemple, l'été, je prends 2 mois et demi de vacances. Non, mais c'est vrai, hein. Mais je suis obligée. Sinon, c'est pas possible, quoi. Alors, les gens me regardent. Alors, vous prenez 2 mois et demi de vacances. Quand je peux, hein. Des fois je peux pas, mais bon. Ben oui, parce que c'est mon temps, vous comprenez. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'entreprise. J'avais l'impression qu'on me prenait mon temps. Et mon temps, c'est ma vie. Je me dis, putain, on va me prendre ma vie. Ah non. Donc, et dans ce contexte-là, on capture le temps des gens. Leur temps, mais même leur temps de loisir. C'est pour ça qu'ils sont insomniaques. C'est parce qu'ils ont besoin de récupérer du temps. C'est pour ça qu'ils ne dorment plus. C'est pas parce qu'ils sont submergés de soucis, c'est parce que c'est le seul moment où ils ont du temps. Merci beaucoup, Sylvaine. Merci à vous. Vraiment, je voulais terminer, on va conclure, juste pour avoir encore du temps avec toi, avoir le plaisir pour ceux qui le souhaitent, de se procurer le livre, hein, puisqu'il est en vente au rez-de-chaussée bas, boire un verre ensemble, et peut-être que tu voudras bien signer, faire une petite séance de dédicace, comme ça, si vous voulez rencontrer Sylvaine individuellement à tour de rôle, ce sera une bonne occasion. Je voulais conclure en disant que la grande vertu de ce livre, c'est que justement il ouvre les yeux et qu'on n'est pas là tout de suite pour trouver des solutions et donner des recettes, hein, ça va prendre un peu de temps et on compte sur les jeunes, ça c'est vrai. Mais déjà, mieux comprendre ce qui nous arrive, mieux comprendre que nous ne sommes pas fous, dingues ou inadaptés, mais qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose du monde qui est fou et inadapté, et pas forcément nous, femmes et hommes du XXIe siècle. Ça, c'est vraiment une des grandes vertus du salaire de la peine. Ça met des mots sur les mots. Hein, je crois qu'il y a un chapitre comme ça, les mots sur les mots. Et c'est facile, mais ton livre, en revanche, il est tout sauf facile. Il fallait le faire. Il est d'une limpidité, d'une clarté qui m'a beaucoup enthousiasmée. Et puis voilà, je suis vraiment très, très contente que tu aies accepté notre invitation à l'École occidentale de méditation.